Sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Jean-Jacques Urvoas, député PS du Finistère. Bonjour Jean-Jacques Urvoas. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Michel Urvoas, éditorialiste politique à Ouest France, est aussi avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Il va co-animer l'émission avec moi. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour poser vos questions à Jean-Jacques Urvoas. Sous votre vidéo, ou sur les réseaux sociaux, hashtag Direct Politique. Et Michel et moi-même, on va se faire un plaisir de les transmettre à notre invité. Jean-Jacques Urvoas, beaucoup d'internautes s'inquiètent en ce moment, comme Jean-François Copé, de l'image, je cite, dégradée de la France après les révélations sur la vie sentimentale du chef de l'État la semaine passée. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que la fonction de chef d'État est salie aujourd'hui? Il m'a semblé d'ailleurs que Jean-François Copé contestait le fait qu'il ait tenu ces propos-là. Et dans tous les cas de figure, moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail que fait le gouvernement. Les électeurs ont choisi François Hollande il y a maintenant 18 mois. Ils lui ont donné 5 ans pour entamer le redressement d'un pays. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler du fond. Le seul fait d'avoir à commenter ce moment-là est déjà, pour moi, passer une frontière que je n'ai pas envie de franchir. On reviendra tout à l'heure sur les dossiers sérieux, les dossiers de fond, évidemment. Mais cette affaire pose quand même une question. Elle est posée par nombre d'internautes, et pas seulement aujourd'hui. C'est celle du statut de la première dame, comme on dit de manière un peu désuète. Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Est-ce qu'il faut, comme le suggère Jean-François Copé ou François Rebsamen d'ailleurs, supprimer toute idée de statut de l'époux, de l'épouse du chef d'État? Mais justement, il n'y a pas de statut. C'est une construction. L'expression même de première dame... Est-ce qu'il en faut un ou est-ce qu'il faut... Je ne crois pas. Enfin, il m'a semblé que l'on votait pour un candidat, on ne vote pas pour un couple. La nomination de première dame est quelque chose qui est très récent. C'est typiquement un copier-coller de la situation américaine, dans un système présidentiel qui n'a pas grand-chose à voir avec le nôtre, y compris sur le plan institutionnel. Moi, je suis attaché à la lecture parlementaire de la Ve République. Et donc, il y a un suffrage universel qui choisit un candidat. Donc, le statut n'existe pas. Il y a une bizarrerie qui est une coutume, puisque au fur et à mesure des présidents de la République, des moyens ont été dégagés pour permettre à l'épouse du président de la République. C'est la question que soulève nombre d'internautes aussi ce matin. Moi, je suis partisan, Thierry Mandon l'a dit, le porte-parole du groupe socialiste l'a dit ce matin, c'est un archaïsme. Le mari de la chancelière n'existe pas dans le protocole allemand. Il n'y a aucune espèce de raison que ça existe. Ou alors, de deux choses, ou on fait un statut, ça peut se défendre, ou alors on revient à l'essence même de la Ve République, c'est-à-dire il y a un chef de l'État. Mais là, on est dans l'ambiguïté totale. Oui, mais dans nos pratiques institutionnelles, c'est assez courant. On empile comme ça des habitudes qui deviennent des coutumes, puis qu'on considère comme étant des conventions, et puis on s'interroge plus. Bon, là, on a donc il ne faut pas utiliser les moyens publics, il faudrait que le conjoint ou la conjointe Alors le problème, c'est que ça ne peut pas être aussi tranché que cela. Parce que, regardez la question de la protection. Les enfants du président de la République sont potentiellement des cibles de déstabilisation du président de la République. Donc il est évidemment anormal d'imaginer que les enfants du président de la République ne soient pas protégés. Ils ne peuvent pas être protégés par des agents de sécurité privés. Donc ils seront protégés par des fonctionnaires, donc payés par la République. Et donc on pourrait continuer dans cette logique-là, de dire oui, mais alors est-ce que la République a à prendre en charge la famille du chef de l'État? La réponse est oui, pour des raisons de protection du président de la République. Faut-il qu'il y ait des moyens administratifs dégagés? Je crois que la République ne fonctionnerait pas plus mal si ce n'était pas le cas. Alors justement, ce sera certainement notre dernière question sur ce sujet. Il y a aussi la question de la sécurité du chef de l'État qui s'est posée, puisque des paparazzis ont pu le suivre pendant des mois sans être repéré. Il est allé aussi dans un appartement dont on ne connaissait pas forcément ni les propriétaires ni les habitants. Est-ce que vous pensez que là, il y a eu aussi une faute, je dirais, du service de sécurité? Je ne le crois pas. Le ministre de l'Intérieur a dit hier qu'en aucun moment, la sécurité du président de la République n'avait été menacée. Nous avons une structure qui a été d'ailleurs créée par François Mitterrand, qui s'appelle le groupement de sécurité du président de la République, que le chef de l'État actuel a recalibré quand il est arrivé à l'Élysée, permettant d'y trouver, comme c'était le cas sous François Mitterrand, à la fois des policiers et des gendarmes. Nicolas Sarkozy, aimant peu les gendarmes, il avait demandé qu'ils n'assurent plus sa protection. François Hollande a souhaité faire comme François Mitterrand, le parallélisme des formes. Le GSPR est une entité autonome qui dispose de moyens, qui est dirigée par une commissaire. Il y a toute raison de penser que les moyens ont été pris, y compris peut-être d'ailleurs si François Hollande ne savait pas.
Le président de la République connaît sa protection rapprochée, et puis il y a une protection qui est plus diffuse, qui est assurée. Moi, je fais confiance dans ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Le président de la République a été protégé en tout lieu. L'autre dossier qui est dans l'actualité et l'autre polémique, c'est l'affaire, ce qu'on appelle maintenant l'affaire Dieudonné. Alors sur un tout autre terrain, le débat fait rage entre ceux qui approuvent l'interdiction qui a été faite de ces spectacles, en tout cas de son premier spectacle, puisque désormais il y en a un nouveau, et ceux qui sont contre, alors soit parce qu'on lui fait de la promotion, soit parce qu'on porte atteinte, entre guillemets, encore une fois, à la liberté d'expression. J'ai sélectionné une question de Yves. Parmi mes proches, moins de la moitié savait ce qu'était une quenelle avant le battage médiatique et l'intervention de Manuel Valls. Aujourd'hui, tout le monde est au courant. N'est-ce pas contre-productif? Ça, c'est une question sur la poule et l'œuf. Quel est le premier, quoi? Avant même que Manuel Valls ne décide de lancer cette offensive, des millions d'internautes avaient regardé les vidéos sur les plateformes. Des millions. Moi, j'ai regardé les vidéos parce qu'on m'en avait parlé fin novembre, à l'époque où personne n'en parlait. J'ai découvert à cette occasion-là ces gestes-là. Donc, c'est méconnaître la réalité que d'imaginer que parce que les grands médias ne parlaient pas, ces idées abjectes et putrides étaient déjà diffusées. Donc moi, je suis partisan de dire les choses comme elles sont. Le ministre de l'Intérieur a lancé une offensive. Je pense qu'il n'en mesurait d'ailleurs pas tous les débouchés. Je pense au fait que nous avons découvert quand même que cet individu qui a été condamné à 7 reprises ne payait pas ses amendes, qu'il avait par ailleurs des dettes vis-à-vis de l'État français. Je pense que le ministre de l'Intérieur ignorait tout ça quand il a lancé son opération, qui était une opération sur des principes. Justement, est-ce que le terrain financier n'était pas un meilleur terrain, entre guillemets, pour... Peu importe. La réalité aujourd'hui, c'est que tout cela est lancé et que ce monsieur, cet individu qui a été condamné, va payer ce qu'il doit à la République et qu'il est dorénavant sous surveillance, puisque là nous avons parlé d'interdictions administratives qui étaient les interdictions a priori. Je crois d'ailleurs qu'on a fait un très mauvais procès au Conseil d'État. Le juriste que je suis a lu avec suffisamment d'attention la décision. Vous le défendez sur votre blog, notamment cette semaine. Oui, parce que je pense qu'il y a l'immédiateté et on se jette sur les facilités, liberté d'expression. Il y a une... Pardon de le dire avec un peu de précision, mais l'arrêt Benjamin que tout le monde se jette à la figure, qui est la décision fondatrice du Conseil d'État qui remonte à 1933, et qu'on présente comme étant un arrêté qui défend la liberté d'expression. Évidemment qu'il la défend, mais au prix d'une limitation, parce que l'arrêt Benjamin était un arrêt de restriction de la liberté d'expression. Et donc du coup, le Conseil d'État actuel, dans une décision que le temps permettra de revaloriser, démontre bien qu'il y a une vraie argumentation juridique, une vraie construction juridique. C'est une question très sensible. Il y a beaucoup d'internautes qui nous la posent, et Rita en fait partie et dit je n'aime pas Dieudonné, mais est-ce qu'à travers cette affaire, on n'est pas quand même en train d'assister à un retour de la censure d'État? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut censurer a priori quelque chose qu'on justement, n'a pas vu? La question est parfaitement passionnante, parce qu'on n'a pas censuré a priori. Ce que dit cette décision du Conseil d'État, c'est que le spectacle en question est connu. Il a déjà été joué. Il a fait l'objet de condamnations judiciaires, c'est-à-dire a posteriori, où on a entendu les idées antisémites que lançait cet individu. Donc c'est parce que on sait ce qu'il disait que l'autorité administrative devait prendre les moyens pour éviter que des infractions pénales se reproduisent. Cela ne veut donc pas dire que la décision du Conseil d'État vaut pour n'importe quel autre meeting, avec n'importe quel orateur. Cela valait sur M. Mbala Mbala, sur des propos qu'il a déjà tenus et pour lesquels il a déjà été condamné. Alors, il y a encore Jack Lang qui parle, lui, de son côté, d'une profonde régression. Et on a encore une internaute qui, elle, fait la comparaison avec d'autres choses qui sont entendues dans des spectacles ou dans des prestations artistiques. Elle a utilisé le pseudo d'Ourinette. On s'acharne sur Dieudonné, dit-elle, que je déteste, mais on laisse en toute impunité un certain Raphaël profaner la statue de Jeanne d'Arc, ainsi que des rappeurs qui aient leur haine de la France, de la police ou des femmes. Ce ne sont pas des infractions pénales. C'est ça la différence, c'est que M. Mbala Mbala est un polémiste. C'est quelqu'un qui tient des propos qui sont des infractions, qui sont condamnables et qui ont été condamnés. Pierre Desproges, en d'autres temps, pour prendre là des gens qui avaient du talent, était iconoclaste. Mais il n'était pas dans des commissions d'infraction. Dans ce pays, la liberté d'expression existe, mais il y a des lois. Et les lois encadrent les propos que l'on peut tenir publiquement. Mais qu'est-ce qui distingue l'humour d'un propos politique? C'est le propos lui-même ou c'est la personne qui le dit ou l'intention? C'est pas que le propos soit politique ou pas politique, c'est est-ce qu'il franchit les lignes de la loi?
quand on nie la Shoah, quand on tient des propos antisémites, on fait des délits. On n'émet pas des opinions. Ça, c'est une banalité. Ça ne peut pas être du second degré, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, cela pourrait être à l'origine, mais quand il y a une première condamnation, la condamnation est là pour permettre au délinquant de se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'il ne devrait plus faire. Quand le délinquant en question récidive, puis re-récidive, alors il est normal d'interdire, la République doit faire respecter la loi. On a beaucoup parlé d'un changement de cap au moment des vœux, on passe à la politique, au fondamental. Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, du chef de l'État? Est-ce que c'est un changement de cap ou est-ce que c'est une évolution dans la continuité? C'est quoi la politique de François Hollande? Le système médiatique dans lequel nous sommes a besoin à longueur de temps de retournements, de virages, de changements. Moi, je suis un député d'une majorité qui, depuis 18 mois, suit le même chemin. Les propos que vous nous donnez, c'est les mêmes que j'ai entendus en novembre de l'année dernière, quand le président de la République a parlé du crédit compétitivité emploi, impôt. Quand il a parlé du rapport gallois. À chaque fois que nous parlons de la réalité, c'est-à-dire comment nous allons redresser ce pays, comment nous allons faire que les entrepreneurs créent des emplois, puisque l'emploi public ne suffit pas, nous en faisons aussi, par les emplois aidés. Donc à chaque fois que le président de la République parle du monde réel, on lui dit il change de cap. Mais c'est méconnaître ce que le président de la République dit depuis le premier jour. Il y a quand même un changement, c'est que jusque-là on augmentait l'impôt et maintenant il dit on va le baisser, on va baisser la dépense publique. Parce que nous ne sommes pas statiques et qu'il y a un degré de seuil qui fait qu'aujourd'hui on considère qu'il n'est pas possible, ou alors on rentre dans la punition, dans la sanction, ce qui n'est pas le rôle de l'impôt. On a aussi longtemps entendu des dirigeants socialistes, au gouvernement ou pas d'ailleurs, dire que le coût du travail n'était pas un problème ces derniers mois ou ces dernières années. On sent quand même un revirement aussi sur ce point. Enfin, moi, je ne crois pas que ça soit un revirement. Encore une fois, il y a eu des changements de cap dans la gauche quand elle était au pouvoir en 82, parce qu'on avait fait pendant 2 ans une politique de nationalisation et qu'on revenait à des logiques. C'est pas du tout ce qu'a fait François Hollande. D'ailleurs, il n'avait pas pris des engagements de ce type pendant la campagne présidentielle. Il y a simplement une évolution d'une situation. Il y avait des paris que nous avons faits qui ne sont pas encore validés. Je pense évidemment à l'inversion de la courbe que le président de la République espérait, qui ne réagissent pas de la même manière. On le voit bien, moi je suis un élu du Finistère, on voit bien que le deuxième dispositif que nous avions inventé, qui est le contrat de génération, ne connaît pas l'ampleur que nous espérions. Autant les emplois d'ANIR marchent bien, autant le contrat de génération est plus long à mettre en place. Donc nous n'avons pas les succès de cela. Donc on n'est pas dogmatique. Moi je suis dans ces cas-là extrêmement plastique. Il faut tenter autre chose. Donc on est rentré dans une logique de contrat. C'est pas que ça marche pas, ça ne marche pas encore. Assez vite. Et donc du coup, comme on est pressé parce que la situation se dégrade, eh bien évidemment, il faut agir. Jean-Jacques Urvoas, sur le fond, le pacte de responsabilité des entreprises est au cœur des préoccupations de cette conférence de presse. Le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, promet 1 million d'emplois créés en échange de baisse de charges. Alors d'abord, est-ce que vous y croyez à cette promesse d'1 million d'emplois? Et on a sélectionné une question de Gilles reçue cette semaine. Faut-il mettre des contreparties, voire des conditions préalables aux baisses de charges? Moi, je suis un garçon qui espère être constructif, donc j'enregistre les bonnes volontés. Je ne prends pas ça pour des engagements. Il me souvient que d'autres dirigeants du MEDEF, voire du CNPF, si on remonte très loin, pour parler du père de M. Gattaz, avaient déjà pris des engagements dans la restauration il n'y a pas très longtemps. Quand on avait baissé la TVA, il y avait aussi des engagements d'emploi qui avaient été pris. Sauf que quand l'État prend un engagement, lui, il le tient. Si on baisse quelque chose, on le fait. Il arrive que nos interlocuteurs oublient parfois leurs propos. Donc, moi, je suis évidemment dans une logique de donnant-donnant, comme dirait Ségolène Royal, permettant le gagnant-gagnant. Il faut être ouvert, il faut demander non pas des engagements, mais des certitudes. Je crois qu'on doit pouvoir. Moi, je vois des reportages dans les médias que vous nous proposez de chefs d'entreprise. J'en ai vu un ce matin qui disait « Moi, je suis prêt à signer demain ». Eh bien, très bien. Alors, faisons ça par la politique des petits pas. Mais est-ce qu'on pose la condition avant? Moi, je pense qu'il faut poser la condition avant, oui. Oui. Parce que, regardez, ce que nous avons fait sur le CICE, à mes yeux, devrait être déjà rectifié. Il y a des entreprises qui bénéficient des crédits d'impôt et des soutiens de fait de l'État et qui ne sont pas soumis à la compétitivité. La grande distribution. La grande distribution, on l'a vu en Bretagne. Le président du conseil régional, Pierrick Massiot, a défendu cette idée. Il y a sans doute là 2 milliards à récupérer qu'on pourrait réinjecter ailleurs, justement,
effectivement, dans l'immédiateté, les activités qui ne sont pas soumises à la compétitivité, il n'y a pas de raison qu'elles bénéficient. C'est une proposition que vous faites, c'est une demande que vous faites à Jean-Marc Ayrault. C'est une proposition que Pierrick Massiot a fait au nom du Conseil régional de Bretagne et que je reprends aisément à mon compte, puisque nous l'avons dit au Premier ministre quand il est venu en Bretagne signer le pacte d'avenir. Oui. Parmi les mesures à propos d'emploi, il y a celle qui consisterait à baisser ou à supprimer les cotisations patronales, la part familiale. Bien, mais comment finance-t-on dans ce cas la politique familiale? Est-ce que ce sont les salaires qui vont la financer ou d'autres prélèvements? Et comment on compenserait dans ce cas la perte de pouvoir d'achat? D'abord, je pense qu'il est inutile de se lancer dans des hypothèses, puisque le président de la République fait une conférence de presse aujourd'hui et qu'il va nous dire quel est son sentiment. Moi, je suis toujours très partant de discuter de projets. Là, je pense qu'on est dans quelque chose qui va être dans l'ordre de l'annonce, donc dans la concrétisation. En plus, il ne vous a pas échappé qu'à la commission... C'est pour ça que je pose la question. Mais il ne vous a pas échappé qu'après à l'Assemblée nationale, je préside la commission des lois, qui n'est pas la commission des affaires économiques, ni la commission des finances. Et donc, du coup, de façon à ce que mon propos ait un minimum de capacité d'expertise, j'essaie de me limiter à ce qui est de mon champ de compétences. Vous êtes tout de même député, donc c'est quand même une loi qu'il va falloir que vous analysiez. J'aurai même à la voter, probablement, et donc du coup, je ferai confiance à ce moment-là sur ceux qui auront passé du temps, pendant que moi, je me serai consacré à d'autres sujets qui relèvent de la commission des lois. Alors la thématique de l'emploi nous renvoie en Bretagne, vous avez déjà commencé à en parler d'ailleurs. Les bonnets rouges ont encore manifesté début janvier, réclamant la fin de l'écotaxe, toujours l'écotaxe poids lourds. Vous qui êtes un élu du Finistère, est-ce qu'on pourra vraiment remettre en place les portiques détruits, puisque pour l'instant cette écotaxe n'est que suspendue? On a envie de vous dire franchement, est-ce qu'elle est abandonnée ou pas cette écotaxe? L'écotaxe comme principe n'est pas abandonné, comme modalité c'est probablement, oui, abandonné puisque c'est suspendu sine die et qu'on attend d'ailleurs le travail que mène le Sénat sur une commission d'enquête. Où est-ce qu'on en est concrètement? Parce que c'est vrai que les polémiques récentes ont pu... honnêtement, on en est aujourd'hui d'abord à une situation de stand-by parce que le Sénat mène une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles l'État a contracté avec une société privée qui fait d'ailleurs que nous payons tous les mois des redevances qui ont été la parole de l'État que nous tenons. Sur le principe, il y a un chantier de la fiscalité qui a été ouvert par le Premier ministre. Nous allons avoir, ça relève de la Commission des lois, un texte bientôt sur les nouvelles compétences, une décentralisation, des transferts de possibilités. J'imagine que tout ça va revenir. Parce que, je veux dire, le cœur de ma pensée, c'est que ce pays ne pourra pas continuer à avancer en imaginant que tous les territoires sont identiques. Moi, j'entends des parlementaires, je pense à l'Aquitaine notamment, on pense au département des Landes, dans lesquels l'écotaxe n'était pas du tout vu comme une mauvaise idée, parce que les camions qui ne prennent pas les autoroutes, ou l'Alsace, mais c'est vrai dans les Landes notamment, parce que là, pour le coup, je connais mieux. Oui, parce que les camions prennent les routes départementales, parce qu'ils ne prennent pas l'autoroute pour éviter le péage. Donc, du coup, il y a une saturation de ces voies. Peut-être que de les faire payer par l'écotaxe, ça permettait d'avoir des subsides pour le conseil régional ou le conseil général. Bref, pour moi, l'idée, c'est qu'on doit pouvoir adapter. S'il y a une collectivité locale qui dit « moi, je suis partant pour l'écotaxe », pourquoi donc l'État dirait « pas du tout, si vous vous en voulez, la voisine n'en veut pas, donc on ne la fait pas ». Mais les besoins ne sont pas identiques, les situations géographiques ne sont pas identiques. Nous sommes dans une région qui est une région périphérique, dans laquelle, quand on amène de la langoustine sur le port du Guilvinec, il n'y a que le moyen... C'est la question de Sylviane, est-ce qu'il faut taxer des camions? C'est pas la même situation, c'est pas la même situation. Le camion, en Bretagne, à ce stade en tout cas, reste le seul moyen pour amener les matières premières là où elles vont être transformées. Je disais, les langoustines qui arrivent au port du Guilvinec, le train ne les amène pas à Rungis, c'est le camion. Autour de cette question, il me semble qu'il y a une convergence de faits et de contestations. On a les bonnets rouges, où il y a à la fois de la fiscalité et la question du rapport entre les régions et l'État central. Oui. On a les présidents de région qui ont dit, lors de leur dernier congrès, il y en a marre des sous-traitants de décisions nationales auxquelles on ne participe pas, donnez-nous de la marge de manœuvre fiscale, réglementaire, etc. Et puis il y a l'État lui-même qui cherche des économies à faire. Quelle est pour vous la bonne réponse institutionnelle à cette triple demande? La respiration des territoires. C'est-à-dire, créons donc un moment, quelques années, pendant lesquels on laisse les territoires respirer et leur dire qu'est-ce que vous proposez de faire pour vous organiser. Il y a des compétences, je pense à ma région, dans lesquelles le tourisme est à l'évidence une lecture régionale. Je sais que ça peut être contesté, y compris en Bretagne, mais je crois moi que le tourisme est régional. On vient en Bretagne. Bon. Oui. Ce n'est pas nécessairement le cas dans les Pays de Loire. Je pense notamment à la vallée des Châteaux, c'est pas Saint-Nazaire. Bon. Donc peut-être que si on laisse les territoires proposer quelque chose, on aura des audaces que l'État n'arriverait pas à obtenir.
Quand on a par exemple créé la loi Marcellin pour fusionner les communes, ça n'a pas marché. Et les regroupements intercommunaux, ça fonctionne parce qu'il y a eu un effet d'aubaine avec des mécanismes de fiscalité. Donc je crois que ça ne sert à rien d'imaginer que dans un bureau à Paris, même avec un cerveau très bien fait, même dans une grande salle comme l'hémicycle avec plein de gens intelligents à l'intérieur, on va produire quelque chose qui sera immédiatement vertueux. Faisons confiance à la respiration dans l'intelligence. Mais alors concrètement, vous citez l'exemple du tourisme, mais est-ce qu'il faut faire évoluer le statut des régions ? Est-ce qu'il faut faire évoluer la fiscalité ? Soyons concrets. Par exemple, si on laissait cette possibilité aux régions de s'organiser, moi je crois que la Bretagne aurait intérêt à étudier l'idée d'une collectivité locale unique. Pas du conseiller territorial de Nicolas Sarkozy, mais du fait qu'il n'y ait qu'une assemblée, que les 4 conseils généraux, les 5 si c'était la Bretagne historique, les 4 conseils généraux et le conseil régional fusionnent pour faire l'assemblée de Bretagne. Je pense que c'est une idée qui peut prospérer en Bretagne. Ça n'existerait pas dans le Limousin, ça n'existerait peut-être pas en Picardie, mais chez nous, je pense que c'est une idée qui peut avoir du sens. La suppression des départements en Bretagne, grosso modo, est une collectivité unique pour cette c'est mon point de région-là. C'est mon point de vue, mais ça a besoin d'être expertisé. Quelles seraient les compétences? Parce qu'on ne gagne pas de l'argent immédiatement en supprimant des structures. Si je prends par exemple... Et puis ça n'élimine pas les dépenses sociales, les financements routiers, les collèges, etc. Évidemment pas. Si on décide qu'il y a la même structure qui gère les collèges et les lycées, il faut quand même gérer les collèges et les lycées. Donc on fait des économies probablement au grade sommital dans la fonction publique, mais ce n'est pas immédiatement des masses. Par contre, il y a une logique qui est différente, c'est-à-dire il y a une conception des préoccupations qui est différente. Donc moi je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut permettre d'expertiser. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Alors, on va passer au texte qui vous concerne directement, notamment à la commission. Oui, mais vous parliez de la commission des lois tout à l'heure, et notamment en commission des lois ce mardi après-midi, d'ailleurs, pendant la conférence de presse du chef de l'État, me semble-t-il. Un texte va arriver, c'est un texte de ratification de la charte sur les langues régionales. Alors d'abord, concrètement, de quoi s'agit-il? Et notamment, on avait envie de vous demander comment on promeut, entre guillemets, les langues régionales, parce qu'on a beaucoup d'internautes qui disent qu'au contraire, ce texte confirme les blocages. C'est une très longue histoire entamée en 1992 quand le Conseil de l'Europe a adopté cette charte. La France l'a signée, c'était Pierre Moscovici qui était le ministre en charge dans le gouvernement de Lionel Jospin en 1999. Bon. C'est un texte qui prévoit 98 possibilités d'épanouissement pour les langues. Et les États qui veulent le signer doivent en signer 35 à minima. Donc dans la carte, vous choisissez les plats que vous voulez déguster. La France en 1999 en a choisi 38. Bon. Eh bien, depuis 1999, nous n'avons pas ratifié le texte. Parce que Jacques Chirac avait saisi le Conseil constitutionnel qui avait marqué sa réticence. Depuis, toutes les initiatives n'ont pas abouti. Ce gouvernement, fort de l'engagement du président de la République, François Hollande, pendant la campagne, qui a dit « je ratifierai la charte », a entamé un travail. Il avait déposé un projet de loi. Ce projet de loi a été soumis au Conseil d'État. Le Conseil d'État a estimé qu'il y aurait une incohérence profonde à ratifier la charte. Donc le gouvernement, prudent, mal conseillé par le Conseil d'État dans le cas d'espèce à mon avis, n'est pas allé au bout de sa démarche. Et donc du coup maintenant c'est la place laissée à l'initiative parlementaire. Donc le député que je suis, mais pas moi tout seul, pratiquement tous les groupes ont déposé des propositions de loi. Donc nous proposons de transformer en droit ce que nous avions pris comme engagement en 1999. Est-ce que ça va permettre des progrès nouveaux ? Pas par la ratification. La ratification, elle est même un peu désuète, si vous voulez, au fond de ma pensée. Alors, je vous cite juste Yves qui dit que le texte qu'il a analysé, semble-t-il, confirme les blocages. On a aussi Gisela qui dit que la prédominance du français est confirmée dans ce texte. Elle dit aussi qu'on connaît la position du Conseil constitutionnel opposée par principe à ce texte, selon elle, encore une fois. Est-ce que vous êtes prêt, d'ailleurs, vous demande-t-elle, à vous allier à l'opposition afin d'apporter une sécurité juridique aux langues régionales? Je vous transmets la question brute de décoffrage. Dans le cas d'espèce, c'est plutôt à l'opposition de voter le texte qu'on lui propose. Parce que, alors, il y a plein de questions. Faisons le lit du Conseil constitutionnel qui, du coup, n'est plus concerné. C'est une proposition de modification de la Constitution. Le Conseil n'aura pas son sentiment à donner là-dessus. C'est justement pour ça que nous modifions la Constitution. Est-ce que ce texte entérine des blocages? Ce texte est la confirmation des engagements que nous avons pris en 1999. Ce qui aujourd'hui, et je pense notamment à des structures comme le Conseil culturel de Bretagne, pardon de parler de ma région, qui dit qu'il faut ratifier toute la charte. Mais la France n'a jamais dit qu'elle allait ratifier toute la charte. Nous avons pris
38 engagements, c'est ceux-là. Le français, c'est la langue de la République, c'est dans l'article 2 de la Constitution. Donc la ratification de la charte ne va pas organiser la co-officialité dans la vie publique des langues régionales. Ça n'a jamais été notre engagement. Pour modifier la Constitution, il faut réunir le Congrès et il faut avoir les 3/5. Vous imaginez quel calendrier et quelle chance que ça réussisse? Alors, comme ça fait 14 ans qu'on attend, justement, vous allez me permettre d'être prudent dans les étapes. Commission des lois aujourd'hui, hémicycle mercredi prochain, vote solennel que le groupe socialiste a demandé, ce qui fait que les 577 députés vont pour la première fois avoir l'occasion de dire « voulez-vous ou pas ratifier la charte ?» Et c'est au moment où nous saurons combien de députés ont voté oui que nous pourrons envisager les autres étapes. Et le président de la République pourrait convoquer le Congrès à Versailles uniquement sur cette question-là? Sur la base de la proposition de loi que j'ai signée, non. Parce que la logique institutionnelle d'une proposition de loi, c'est d'aboutir à un référendum. Mais je suis convaincu que si l'Assemblée nationale, mardi prochain, manifeste de manière massive son adhésion à ce qui est une évidence, la République n'est pas menacée par le développement des langues. Ouais. Moi, mon défi... Une question de Julien, renforcer la différenciation et les particularismes, dit-il, n'est-ce pas prendre le risque de créer des divisions dans une République déjà fragilisé par le communautarisme? Mais je ne le crois pas. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de gens hostiles à la charte. Il n'y a que des gens qui méconnaissent la réalité des territoires dans lesquels des langues régionales sont parlées. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que ceux qui viennent en Bretagne en vacances trouvent que c'est un élément supplémentaire de parler de breton, de voir le breton, de voir notre identité bretonne. Et donc moi je pense que la République n'a rien à craindre. Elle est beaucoup plus forte que ça. Ça changerait quoi concrètement si c'était adopté? Pour les Bretons, pour les Basques, pour les Alsaciens. C'est un verrou qui saute. Oui, mais concrètement. C'est un verrou qui saute, c'est un verrou juridique qui saute. Tous les pas que nous essayons de faire, à chaque occasion, le Conseil constitutionnel les censure au motif d'une lecture erronée de l'article 2 de la Constitution. Donc nous allons déverrouiller. À soi seule, la charte n'apporte pas de plus. La charte protège. Moi, ce que je veux ouvrir, c'est un champ pour construire, pour épanouir. Nous avons deux exemples. Mais alors ça permet quoi? Ça permet justement de continuer à dire, par exemple, que les collectivités locales peuvent avoir des compétences supplémentaires sans que le Conseil d'État ou le Conseil constitue vienne dire non, c'est pas possible. Donc nous allons enlever ce verrou et là encore, faisons confiance aux collectivités locales et à l'État. S'il y a des initiatives, elles pourront s'épanouir. Aujourd'hui, elles sont bridées. Regardez cette histoire complètement baroque du fait que les livrets de famille doivent être obligatoirement français. En quoi ça gêne que ça soit la page de droite en français et la page de gauche en breton? Ça ne nuit en rien. Si certains veulent le voir en breton, du moment qu'il y a du français. Le recteur de Bretagne, pardon de faire un peu là-dessus, mais c'est agaçant au final. Le recteur de l'Académie de Rennes ne veut pas que sur un bâtiment, il y ait marqué liberté, égalité, fraternité en breton. C'est marqué en français, pourquoi on ne pourrait pas mettre en breton? Qu'on le mette qu'en breton, c'est pas le sujet. Moi, sur les mairies de Quimper, il y a les 3 drapeaux, français, breton, européen. C'est pas un problème, c'est même une richesse. Alors, on est sur l'actualité de l'Assemblée, on va passer à une rubrique récurrente de cette émission, c'est le pour-contre sur les sujets qui arrivent à l'Assemblée. Un des principaux textes du mois de janvier, c'est le texte sur le cumul des mandats. Tout simplement pour ou contre la fin de tout cumul des mandats. Pour, je suis un croyant et un pratiquant. Je n'ai que ce mandat et je n'ai pas le sentiment de mal servir les électeurs qui m'ont élu et les idées auxquelles je crois. La loi d'avenir de l'agriculture est en débat en ce moment, elle est votée aujourd'hui même d'ailleurs. Vous êtes pour ou contre le fait de réorienter les aides vers une agriculture verte? Je suis pour l'équilibre. Il ne s'agit pas de faire croire qu'il y a un Eldorado dans des pratiques qui ne sont pas suffisamment soutenues. Dans l'Ouest. Moi, je pense qu'il y a de la place pour toutes les agricultures. Les différentes collectivités où les socialistes sont majoritaires, elles sont nombreuses en Bretagne. Justement, veillent, comme disait Jean-Yves Le Drian quand il avait été élu, 1 euro pour l'agriculture traditionnelle, 1 euro pour l'agriculture biologique. C'est un peu caricatural, mais l'idée, c'est comme l'équilibre. La loi sur l'accès au logement passe en 2e lecture mercredi à l'Assemblée nationale. Pour ou contre un encadrement des loyers? Pour, mais pas de manière, là encore, uniforme partout, parce que toutes les tensions ne sont pas identiques, les aspirations ne sont pas comparables, et que donc il faut permettre d'avoir localement un pouvoir qui soit d'adaptation. Et enfin, pour ou contre la transformation de certains délits en contravention afin d'accélérer les procédures, c'est une proposition de Christiane Taubira.
parce que d'abord ça contribue à désengorger les tribunaux qui pourront ainsi se concentrer sur des sujets qui nécessitent une expertise. On a bien vu par exemple qu'avec les délits routiers, le fait d'être dans la contraventionnalisation ne rendait pas la route plus dangereuse, au contraire, et puis décharger les tribunaux d'une masse de travail qui était considérable. Donc on doit pouvoir le faire dans d'autres domaines. On n'est pas dans une dépénalisation, c'est bien ça, il faut faire attention. On n'est pas dans la dépénalisation, on est dans la contraventionnalisation, ça reste des délits et condamnables pour tel. Alors juste un petit focus sur cette réforme de la justice en préparation et la contraventionnalisation des choses, mais à côté il y a une réforme pénale qui elle aussi est de fait en cours, avec des peines hors prison. Que répondez-vous aux accusations de laxisme, vous qui êtes quand même un spécialiste de la sécurité au Parti Socialiste? J'ai jamais bien compris à qui était adressée cette critique sur le laxisme, parce que ce ne sont pas les pouvoirs politiques qui prononcent les sentences. Comment se fait-il que les magistrats, puisque c'est la droite souvent qui dit que nous sommes des laxistes, donc les magistrats sous Nicolas Sarkozy étaient des répressifs et sous Christiane Taubira deviendraient des laxistes? Moi je fais confiance aux magistrats, je m'occupe des lois qu'ils doivent appliquer et effectivement il y a des sanctions qui méritent d'être adaptées. Prenez un exemple, ma voiture est brûlée. Moi je préfère que la personne qui a mis le feu à ma voiture me la rembourse plutôt que de mettre la personne en question en prison, où il va être dans une oisiveté qui fait que moi, ma voiture ne sera pas remboursée, et lui, il va passer un CAP de voyou avant de passer un BTS de délinquant. Vous pensez que pour ces cas précis, une amende est préférable à une peine de prison? Moi, je pense que la sanction doit être adaptée au degré de gravité de l'acte de délinquant commis. La privation de liberté, dans notre code pénal, c'est la peine ultime. Et donc, il faut rendre la peine ultime quand elle est nécessaire. Mettre des gens en prison alors qu'on pourrait leur faire payer de lourdes amendes ou les contraindre à rembourser me paraît parfois plus efficace. On parle de sécurité, Jean-Jacques Urvoas. Vous êtes le premier vice-président de la délégation parlementaire au renseignement. Non, je suis même le président depuis le 1er janvier. Le président, de cette délégation. On a reçu des questions d'internautes sur la loi de programmation militaire qui est déjà adoptée, promulguée, mais qui quand même fait beaucoup réagir sur Internet. Et comme on est sur Internet, on a sélectionné des questions. Une question de Fabrice, notamment. Vous avez ardemment défendu la loi de programmation militaire, estimant que seuls les terroristes, espions ou criminels étaient visés par l'article 13 qui a fait débat, devenu article 20. Or, figure aussi dans l'article la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique. Alors, est-ce que ce n'est pas une menace contre les libertés qu'on élargit? C'est la question de Fabrice. Alors, j'ai vu, il y a une très grande polémique là-dessus et que j'entends parfaitement, puisque tout d'un coup, beaucoup de monde découvre des principes qui ont des jurisprudences et des textes assez constants. Ce que nous avons permis avec la loi de programmation militaire, c'est exactement ce qui est aujourd'hui encadré dans une loi qui date de 1991 sur les écoutes téléphoniques. Il y a 5 motifs pour justifier des écoutes téléphoniques, dont la protection du patrimoine industriel de l'État. Eh bien, nous allons de la même manière avoir accès aux données de connexion, pas au contenu. C'est là-dessus qu'il y a eu une polémique terrible. C'est qu'un certain nombre d'internautes de bonne foi ont cru que l'État allait pouvoir rentrer à l'intérieur de leur mail pour voir les données qu'ils avaient stockées. Et je redis avec la plus grande netteté que nous ne nous intéressons pas au contenu, parce que sur le plan pénal, c'est de toute façon interdit. Donc nous avons permis simplement, de manière informatique, les fadettes téléphoniques. C'est-à-dire que nous voulons savoir... On récupère une adresse IP. Voilà, on veut savoir si Jean-Jacques Urvoas a envoyé un mail à Michel Urvoas. Mais on n'a pas l'intention de s'intéresser à savoir ce que Jean-Jacques Urvoas a dit à Michel Urvoas. J'espère bien. Enfin, vu ce qu'on se dit de toute façon, à mon avis, ça peut être mis sur la place publique. Donc il n'y a pas du tout d'atteinte aux libertés, encore une fois, ce texte, à votre avis? Il n'y a pas d'atteinte aux libertés parce qu'au contraire, nous venons de permettre des pratiques qui n'étaient pas encadrées. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement vigilant au fait que quand il y a des moyens supplémentaires, il y a immédiatement à côté du contrôle supplémentaire. L'efficacité des services de renseignement va de pair avec le contrôle qu'ils exercent sur eux. Et je suis très fier que le Parlement de la gauche, majorité de gauche, ait voté, ce qui n'existait pas, nous étions d'ailleurs une hérésie dans les autres pays, le contrôle parlementaire des services de renseignement. Moi, maintenant, parce que la fonction de président de la délégation parlementaire au renseignement est une fonction qui tourne entre les différents présidents de commission de l'Assemblée, du Sénat et de l'Assemblée sur la défense et les lois. Pendant 1 an, je vais présider la délégation parlementaire au renseignement. Nous allons exercer ce pouvoir de contrôle. Donc je comprends qu'il y ait une anxiété. Donc il n'y avait pas matière à saisir le Conseil constitutionnel. Il y a une partie de la droite qui a pensé le faire, qui a essayé d'ailleurs. Ni la CNIL. Il y a eu 48 signatures, il en fallait 60. Il n'y a pas eu. Je constate qu'il n'y a pas eu. Le Conseil aura sans doute l'occasion de toute façon de revenir sur ces sujets. Donc ce n'est pas un blanc-seing qui est donné. Et encore une fois... La CNIL n'a pas été consultée non plus, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il fallait la consulter ?
On aurait probablement pu le faire. D'ailleurs, on va avoir un texte sur la géolocalisation judiciaire qui va venir au Parlement, qui est au Sénat cette semaine, qui va venir à l'Assemblée peu de temps. Moi, j'ai conseillé au rapporteur, qui est Sébastien Pietrasanta, d'interroger la CNIL de façon à ce qu'il n'y ait pas... On n'a rien à craindre de ces sujets-là. Il ne faut pas imaginer qu'on est dans des culs de basse-fosse en train de faire des choses qui seraient inavouables. Une dernière question, cependant, d'un internaute, Vincent, sur le contrôle, puisque vous l'évoquiez. Le texte prévoit que chaque personne puisse demander à une commission, qui est la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, vous êtes membre, je crois, de cette commission, de contrôler si l'interception dont il a fait l'objet est bien faite dans les règles. Comment on fait pour saisir la commission et notamment comment on sait qu'on a été contrôlé? C'est toujours préventif. Les personnes qui saisissent la CNCIS le font parce qu'elles pensent... Non, elles pensent qu'elles sont. Et donc du coup, quand quelqu'un nous écrit en disant « je suis sous écoute », c'est cette espèce de fantasme. Alors je rassure, les écoutes, il y en a 1000. Donc désormais, on peut écrire à quelqu'un en disant « je pense être sous écoute ». Et d'ailleurs, on répond... Pouvez-vous le vérifier s'il vous plaît? Dans 99,9% des cas, il est évident, parce que le nombre d'écoutes est fixé par règlement. Il y a en France 1400 écoutes en cours en ce moment. Donc on n'est évidemment pas dans Big Brother et de toute façon, personne ne l'accepterait. On n'a pas non plus de signer le Patriot Act, comme je l'ai lu parfois, sous des plumes très mal inspirées. Avant de passer à la dernière séquence de cette émission, on prend un peu de hauteur par rapport à ces questions qui concernent le ministère de l'Intérieur. Alors on parle beaucoup de Manuel Valls, qui est un ministre très populaire, sans qu'on sente une amélioration, en tout cas globale, générale, massive de la sécurité en France. Est-ce que sa réputation est justifiée selon vous ? Oui, parce que c'est un ministre qui apprend les moyens d'agir. Manuel Valls a l'humilité de dire que ce n'est pas en tirant sur l'herbe qu'elle va pousser plus vite. Et que la situation n'étant pas dégradée de la même façon à Quimper que dans certains quartiers compliqués, il a adapté ce que l'on appelle la doctrine d'emploi des forces de police. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas de la même façon à Brest et puis à Bondy ou chez lui à Évry, par exemple. Bon. Donc on a créé ce qu'on appelle des zones de sécurité prioritaires. Je ne regarde pas les chiffres sur le plan national, puisque ça c'est Winston Churchill qui nous a tout appris en matière de statistiques, puisqu'il disait « moi je ne crois aux statistiques que celles que j'ai trafiquées ». Donc du coup je ne jette pas des chiffres à la face. Vous pensez que les chiffres de la sécurité en France ne sont pas fiables? Je pense qu'ils ne sont pas fiables parce que d'abord, ce ne sont pas les chiffres de la sécurité, ce sont les chiffres de l'activité de la police et de la gendarmerie. Par essence, si je veux être absurde... Il faut les réformer, ces chiffres? Mais le ministre a commencé à le faire, d'abord en nommant à la tête... c'est laborieux. Oui, mais parce que ça ne se fait pas en 2 temps 3 mouvements, parce que la manière de collecte des chiffres, autant vous pouvez réformer la manière de les analyser. Et d'ailleurs, il a commencé à le faire, puisque l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui était dirigé par un homme de compétence, mais qui était conseiller de Nicolas Sarkozy, Alain Boer, a été remplacé par un administrateur de l'INSEE. Convenons quand même qu'un administrateur de l'INSEE n'est pas mal placé pour s'occuper de statistiques. Mais l'homme ne travaille que sur les statistiques qui lui remontent. Ceux qui collectent les chiffres, c'est la police et la gendarmerie. D'ailleurs, si je veux être absurde, pour supprimer la délinquance dans une commune, j'ai qu'à supprimer la brigade de gendarmerie ou le commissariat. Personne ne collectera les chiffres et donc on dira qu'il n'y a pas de délinquance. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Mais le ministre est en train de travailler, et d'ailleurs, il y a eu des propositions de la commission des lois. Nous avons fait un rapport par le député maire de Cachan, Jean-Yves Le Bouillonnec, sur la statistique pénale et la délinquance, justement, de façon à avoir des matrices d'analyse avec des items, c'est-à-dire des éléments de rassemblement qui soient différents que ceux que nous pratiquons aujourd'hui. Mais ce qui change beaucoup, c'est que localement, en lien entre le maire, le chef de police, que ce soit un commissaire ou un commandant de brigade de gendarmerie, et le procureur, on adapte la manière de lutter contre la délinquance. Parce qu'il ne faut jamais oublier que dans une démocratie, l'interpellation, c'est la police, mais la justice, c'est elle qui sanctionne. Donc il faut que tout ça soit vertueux. On va passer à la dernière partie de cette émission. Ce sont les 5 dernières minutes, le film de la semaine. On va prendre 4 à 5 actualités qui se sont déroulées dans la semaine, des actualités certainement différentes de celles qu'on a déjà abordées. On va vous demander votre avis. C'est Michel qui commence. Mercredi, je voudrais vous parler de vos collègues du Sénat. Ils ont fait beaucoup parler d'eux en ne votant pas, enfin à une voix, mais à une voix socialiste, près, la levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Vous avez déjà parlé du Sénat comme un triangle des Bermudes où tout se perd. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce qu'il faut faire revoter? Est-ce que la justice doit saisir à nouveau le Sénat d'une demande? Est-ce qu'il faut instaurer de la transparence? 3 choses. D'abord, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est une voix socialiste qui a manqué à la levée de l'immunité de M. Dassault, puisque par définition, le vote était secret. Enfin, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, était assez énervé pour qu'on en déduise. Oui, mais il y avait d'autres sénateurs de gauche. Qu'il y ait une voix de gauche qui est manquée, je vous en donne satisfecit. Qu'il y ait une voix socialiste, je le réfute a priori. Premier élément. Deuxième élément, à l'Assemblée nationale, le vote se fait à main levée, au sein du bureau.
même si le résultat final n'est connu, c'est-à-dire on lève ou on ne lève pas, le vote à main levée, ça me paraît une bonne pratique. Est-ce que la justice doit redemander? C'était déjà le cas. C'était la deuxième fois, me semble-t-il, que l'on redemandait l'immunité. Moi, je crois à la persévérance de la justice. Jeudi 9 janvier, alors que New York autorise la marijuana à des fins médicales, le Sativex, un médicament à base de cannabis, est autorisé en France contre la sclérose en plaques, si je ne m'abuse. Alors on a envie de demander au ministre de l'Intérieur bis que vous êtes, je ne sais pas si vous cautionnez l'expression, faut-il aller plus loin et dépénaliser encore un peu plus le cannabis? J'ai cru que vous alliez demander, comme j'ai la chance d'avoir passé un doctorat de sciences politiques, je vais vous dire, vous qui êtes docteur, est-ce que vous avez un avis sur la... Et bien, comme justement mon doctorat est de sciences politiques, je ne crois pas que ça soit un signe qui soit aujourd'hui audible, que de dépénaliser le cannabis. À des fins médicales, d'accord? À des fins médicales, évidemment, mais là, je n'ai pas les compétences, mais si les médecins pensent que c'est utile, alors oui, il faut le faire. Sur le cannabis de consommation courante, je pense qu'il faut rester dans la situation actuelle. D'ailleurs, le président de la République l'avait dit pendant la campagne. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on a vu fleurir sur le boulevard périphérique parisien des panneaux limitant la vitesse à 70 km/h. Est-ce que vous seriez favorable à une baisse générale de la vitesse en France? Alors, pardon de vous répondre avec autant de sincérité, je n'ai aucune espèce d'avis sur ce sujet. Je n'ai jamais travaillé les questions de sécurité routière, et donc je ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants de ces enjeux, donc je me garderai bien de donner des conseils. Alors on passe à la question du week-end. Ce week-end, 5 syndicats de chauffeurs de taxi ont appelé un défilé à Paris et dans plusieurs grandes villes pour défendre leur emploi, notamment contre, entre guillemets, la concurrence déloyale des véhicules avec chauffeur. La manifestation a eu lieu lundi. Est-ce qu'il faut ouvrir plus ce marché des taxis, libéraliser plus? Est-ce que vous avez un avis sur cette question-là? J'ai du mal à comprendre ce mouvement, puisque les comparaisons auxquelles chacun peut se livrer quand on sort un tout petit peu de nos frontières, c'est qu'on a l'impression que c'est un problème que français, ça. C'est-à-dire qu'en France, on a des taxis beaucoup, toujours au même endroit et aux mêmes heures. Et quand on en cherche dans certains endroits à des heures décalées, on a plus de difficultés pour trouver des taxis. J'ai la chance de prendre l'avion assez régulièrement. J'ai vainement l'autre jour attendu un taxi à Charles de Gaulle, à l'aérogare, qui permet de rejoindre Brest. Donc il faut vraiment ouvrir ce marché, plus de taxis et peut-être des taxis moins chers? Alors les taxis moins chers, je ne suis pas pour l'économie administrée, donc je fais confiance à la concurrence, mais j'ai du mal à comprendre cette grève autrement qu'avec un regard corporatiste. Dernière question, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Lundi, le tabac a augmenté de 20 centimes. Est-ce que pour vous, c'est une méthode, un moyen de faire rentrer de l'argent ou un moyen d'améliorer la santé publique? Les deux, mon colonel. Et pourquoi on se priverait? Même la santé publique? Évidemment. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans, 20 ans, 84. Et donc, du coup, je m'en porte... Grâce à une hausse des prix? Non, grâce à une grippe carabinée qui m'a pendant quelque temps privé de facto, et l'envie de parler la cigarette est partie après. Donc, je ne souhaite pas des grippes à tout le monde, mais si le tabac, et on le voit bien dans mon environnement, le tabac, aujourd'hui, moins de gens fument, et il y a évidemment la dimension... Mais dans ce cas, il faut y aller carrément et augmenter encore plus. Il me semble qu'on y va, hein, parce que pour le tabac à rouler, c'est 50%. 50 centimes. La critique, c'est quand même que sous un prétexte sanitaire, on renfloue les caisses de l'État avec facilité. C'est pas contradictoire. Très honnêtement, il y a un effet d'aubaine pour l'État, et franchement, on a besoin d'argent. Donc, si ceux qui veulent se détruire la santé peuvent en plus donner de l'argent à l'État, tant mieux. Ce sera donc le dernier mot de cette émission. Merci. C'est pessimiste comme mot d'ailleurs. Hein. Moi, je suis pour la santé, la joie, le plaisir. Là, vous m'amenez à la maladie et la mort. En 2014, en tout cas, parce qu'on est encore dans la période des vœux. Exactement. Bon, bah, écoutez, le meilleur pour vos internautes. Alors. Voilà, ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Jean-Jacques Urvoas d'être venu y participer. Merci Michel. Merci à vous de nous avoir suivis. Mardi prochain, nous recevrons ici même la sénatrice UDI Chantal Joanneau à 10h. D'ici là, restez connectés.